Bonjour, ici Paul Vachon, historien. Cette semaine, nous allons voir le cas de l'Ukraine. On en entend parler à tous les jours. La situation est inquiétante, très inquiétante même. Alors, on va faire un bref retour sur l'histoire de l'Ukraine, très rapidement. Puis ensuite de ça, je vais plutôt répondre à vos questions que j'ai reçues sur Facebook ou par courriel concernant la situation en Ukraine. On a dit que l'Ukraine était le berceau de la civilisation russe. C'est vrai. Et là, il faut retourner très, très loin dans le passé, autour de l'an 1000, un peu avant même. Ce sont les Vikings qui vont fonder le royaume de Russie, qu'on va appeler Rousse, ou la Ruthénie. Et c'est comme ça que va s'installer la civilisation slave, la civilisation russe. Là, on saute 1000 ans. En 1917, de 1917 à 1920, compte tenu de la situation internationale, l'Ukraine devient indépendante. Ça ne durera pas longtemps. Déjà en 1917, l'armée allemande va occuper l'Ukraine. Et en 1919, ce sont les troupes soviétiques de l'armée rouge, parce qu'il y a eu la révolution en Russie, bien sûr, qui vont pénétrer également en Ukraine. Et en 1922, l'Ukraine devient une république socialiste soviétique et fait partie de l'Union soviétique. En 1931-32, on l'a vu, l'Holodomor, nous n'y reviendrons pas, la Grande Famine. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine lutte du côté des Russes. Bien sûr qu'il y a eu des Ukrainiens qui se sont battus du côté des Allemands, comme il y a eu des Français, comme il y a eu des Danois, etc. Mais majoritairement, l'Ukraine a lutté du côté des Russes. Et l'Ukraine, la Deuxième Guerre mondiale a été très cruelle là, pour l'Ukraine. Il y a eu le massacre de Babi Yar, il y a eu la destruction complète de la ville de Kiev, qui a été complètement en ruine durant la Deuxième Guerre mondiale. L'Ukraine a perdu 8 millions de ses citoyens durant la période de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, l'Ukraine devient un pays fondateur de l'ONU. Ça nous paraît étrange, mais à cette époque-là, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie avaient 3 votes à l'Assemblée générale des Nations unies. Ça va être changé par après, mais à cette époque-là, c'est comme ça. En 1954, l'Ukraine va recevoir de la part du chef de l'Union soviétique de l'époque, Nikita Khrouchtchev, va recevoir la Crimée en cadeau, en don. La Crimée devient une partie intégrante du territoire national de l'Ukraine. En 1991, comme tous les autres États, l'Ukraine proclame son indépendance, mais l'Ukraine devient aussi membre fondateur de la communauté des États indépendants. Il y a 3 membres fondateurs. L'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, c'est ce qu'on va appeler les accords de Minsk. En 1994, par le mémorandum de Budapest, la Russie, avec d'autres pays, les États-Unis notamment, s'engage à respecter l'intégrité des frontières ukrainiennes à la condition que l'Ukraine redonne à la Russie les missiles nucléaires qui étaient sur le sol ukrainien. Ce que l'Ukraine va faire, va accepter de ne pas être une puissance nucléaire en échange du respect de l'intégrité territoriale des Russes. En 2004. Entre 1990 et 2004, il s'est passé une quinzaine d'années. La situation sociale et politique du monde a changé. Il n'y a plus d'Union soviétique, il n'y a plus de communisme, c'est plus de ça qu'on parle, il y a une grande libéralisation. Alors, il va y avoir une espèce de révolution en Ukraine qu'on va appeler la révolution orange. Et une partie de l'Ukraine, une partie très importante, tout le nord et le nord-ouest, plus de la moitié de l'Ukraine, là, va aspirer à aller du côté de l'Union européenne, alors que la partie sud et sud-est va plutôt, qui est russophone, va plutôt aller du côté des Russes. Il va y avoir des élections et Viktor Yanukovych va être élu président. Mais on va découvrir que les élections ont été truquées et la Cour suprême de l'Ukraine va même annuler les élections. Il va y avoir de nouvelles élections et c'est Viktor Yushchenko, qui est pro-européen, qui va être élu avec 52% des votes. C'est pas fort, mais à partir de là, il va y avoir des réformes en Ukraine, dont la démocratisation de la société, parce que c'est une ancienne république soviétique, là. Alors, il ne faut pas oublier que les gens ont vécu dans ce régime-là pendant 70 ans
c'est long, là, faire un changement important. Le président, Yushchenko, il va avoir une tentative d'assassinat contre lui. Il va être empoisonné au dioxine et plus tard, les soupçons vont peser très fortement sur les services secrets russes, le FSB. Je signale à cette époque que Vladimir Poutine, il n'a peut-être pas pris part, mais il travaille pour le FSB. En 2010, l'ancien président qui avait été destitué, Viktor Yanukovych, revient, il est élu par le peuple, revient au pouvoir. Et en 2013, Yanukovych, qui est le président du pays, va refuser de signer les accords qui avaient été faits par son prédécesseur pour le rapprochement avec l'Union européenne. Il va plutôt, lui, vouloir un rapprochement avec la Russie. Et là, ça va déclencher des manifestations importantes en 2013 et 2014 en Ukraine. On va appeler ça l'Euromaïdan. Près de 1 million de personnes dans toutes les villes de l'Ukraine, un peu partout, vont manifester contre le gouvernement. Ils sont pro-européens et on demande la démission du gouvernement. Évidemment, autoritarisme, corruption endémique. La police va intervenir. Il va y avoir des morts. Yanukovych, devant la pression, va démissionner. Sauf que dans le Sud, c'est pas comme ça que ça se passe. À la suite des manifestations de Maïdan, en 2014, la Crimée va décider de faire sécession. Elle va proclamer son indépendance. Pourquoi? On se souvient que la Crimée avait été donnée en 1954 par Khrouchtchev à l'Ukraine. Mais la Crimée est occupée très majoritairement par des Russes, par des peuples russophones, même s'ils sont sous la gouverne de l'Ukraine. Alors, la Russie va organiser un référendum en Crimée. On connaît les résultats. 96% des gens sont en faveur du rattachement à la Russie. Et la Russie va envoyer des commandos non identifiés. Plus tard, Vladimir Poutine va dire « ben oui, c'était nos hommes ». Mais la Russie va envoyer des commandos pour s'emparer du gouvernement, s'emparer du Parlement. Pourquoi? C'est que la Crimée est stratégique pour la Russie. La Crimée contrôle, en fait, de la mer d'Azov à la mer Noire, tout le bas, et de la mer Noire vers la Méditerranée, tout le bas de l'Ukraine, et le contrôle de la Crimée assure le contrôle de l'économie ukrainienne par la mer. Alors, c'est tout à fait stratégique. En 2014, il y a eu aussi des manifestations pro-russes en faveur du rattachement de deux petites enclaves, deux petites régions, bien petites, c'est quand même extrêmement important, là, mais deux régions qu'on va connaître, nous, plus tard, là, la région de Luhansk et Donetsk, qui vont s'auto-proclamer république indépendante. La guerre civile va éclater, et de 2014, c'est pour ça qu'on dit que l'Ukraine n'est pas en guerre depuis 2022. L'Ukraine est en guerre depuis 2014. Et l'Ukraine va intervenir militairement pour reprendre ces régions-là du Donbass, de Donetsk et de Luhansk. 1 million de personnes vont être déplacées. Le 21 février 2022, Vladimir Poutine va reconnaître l'indépendance des deux républiques. Même si la communauté internationale ne les reconnaît pas, n'est pas d'accord, la Russie unilatéralement les reconnaît. Et le 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Et Vladimir Poutine annonce une opération militaire spéciale. Je le répète, c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine. Dans un discours que Vladimir Poutine, pour moi c'était hier, mais pour vous autres c'est dans quelques semaines, Vladimir Poutine accuse l'Occident d'être responsable de la guerre. Non. C'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine. Et c'est pas le contraire. Maintenant, répondons à quelques questions. Que veut faire la Russie? Qu'est-ce qu'elle propose au monde, la Russie? Ben, selon différents journaux que j'ai consultés, dont notamment Le Monde et le New York Times, la Russie, avec la Chine,
veulent créer un nouvel ordre mondial, multipolaire, où, évidemment, ce serait eux qui définiraient la politique. Le seul problème qu'on a, c'est s'il était seulement d'ordre économique, on peut dire oui, ça va, mais c'est deux dictatures. Alors, avec l'ordre économique vient aussi l'ordre social et politique. Le résultat de ça, devant l'attitude, surtout de la Russie très belliqueuse, bien, le résultat de ça, c'est que le monde occidental a peur. Et il se réarme. On avait laissé tomber l'armement pour investir ailleurs dans d'autres choses, mais maintenant, tous les pays occidentaux se réarment et on comprend que d'autres demandent leur adhésion à l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine et quel était son plan? Bien, pour l'empêcher d'adhérer à l'Union européenne et l'empêcher d'adhérer à l'OTAN. Le plan, selon un organisme qu'on verra tout à l'heure, le ministère russe de la Défense prévoyait d'entamer son invasion de l'Ukraine par une campagne massive de missiles et de frappes aériennes, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Ils voulaient s'emparer de Kiev facilement. Dans une dizaine de jours, tout devait être réglé. Les fichiers divulgués décrivent les plans russes visant à s'emparer des centrales nucléaires, ce qu'ils ont fait, Zaporizhzhia notamment, et à les utiliser comme abri pour leurs troupes, ce qu'ils ont fait également. L'objectif final du plan était de rééduquer la population ukrainienne en important des enseignants et des fonctionnaires de Russie, en imposant la langue russe et non plus l'ukrainien, en remplaçant les livres scolaires, etc. Et remplacer le gouvernement actuel par un gouvernement pro-russe, selon le Royal United Service Institute for Defense and Security Studies, le RUSI. Les services de sécurité russes ont reçu l'ordre de tuer les principaux dirigeants politiques ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky. Ça, c'était le plan d'invasion. Est-ce que c'est vrai que l'OTAN avait promis de ne pas s'étendre à l'Est? Bien, je vous dirais que la réponse est oui et non. Sans jouer sur les mots, là, voici ce qui s'est réellement passé. En 1990, lorsque le mur de Berlin, en 1989, s'est écroulé, les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest ont commencé à parler de réunification. Le problème qu'on a, c'est que les troupes soviétiques occupent l'Allemagne de l'Est. Alors, s'il y a réunification et que l'Allemagne de l'Ouest fait partie de l'OTAN, qu'est-ce qui arrive avec cette région-là? Là, s'ils sont réunifiés, ils ne peuvent pas être dans l'Est et dans l'Ouest en même temps, là. Alors, Mikhaïl Gorbatchev va accepter que les structures de l'OTAN ne seront pas étendues en RDA tant et aussi longtemps que les troupes soviétiques vont y être stationnées. Or, les Soviétiques se retirent de la RDA lorsque l'Union soviétique s'écroule et que le pacte de Varsovie cesse d'exister. Le traité portait exclusivement sur l'Allemagne. Il stimulait aussi que l'Allemagne s'engageait à ne pas avoir d'armes nucléaires sur son territoire, ce qui a été respecté. Et les pays qui vont faire leur demande d'adhésion à l'OTAN, pourquoi le font-elles? Elles le font parce qu'elles ont peur de la Russie compte tenu de ses comportements du passé. Alors, c'est pas l'OTAN qui les sollicite, c'est elles qui font leur demande. Pourquoi les anciennes républiques ont rejoint l'OTAN? Bien, écoutez, les guerres de Tchétchénie, là, et les guerres de Géorgie, qui se passent à la porte de l'Europe, là, c'est pas si loin que ça, là, puis qui ont fait des destructions massives, là. C'est absolument horrible ce qui s'est passé. Avec raison, les États baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, qui sont pas gros, là, c'est des petites populations face aux Russes, ils ont raison de s'inquiéter, comme la Pologne d'ailleurs. Le poids de l'histoire avec les invasions il a certainement pesé également, là. Est-ce que l'OTAN menace la Russie? Bien, écoutez, l'OTAN, c'est un pacte de défense mutuelle. C'est pas un pacte d'agression, là, c'est un pacte de défense mutuelle. L'article 5 dit que si un pays est attaqué, les autres y portent secours. Et pour prendre une décision, ça doit être unanime. Alors,
pour l'instant, en tout cas, il n'est pas question que l'OTAN menace la Russie. Elle ne l'a d'ailleurs jamais fait. Mais l'OTAN va se défendre. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce que Vladimir Poutine dit, écoutez, il en dit beaucoup de choses. Surtout qu'il est en train de dire que c'est de notre faute s'il y a une guerre en Ukraine, alors que les troupes ont envahi sauvagement, sans déclaration de guerre. Ils sont même pas capables de dire qu'ils sont en guerre. Ils parlent d'opérations militaires spéciales. C'est eux autres qui l'ont fait, qu'ils en supportent les conséquences. L'Union européenne et l'OTAN ou les autres pays, est-ce qu'ils ont le droit d'appuyer l'Ukraine? Bien, il existe un article dans la Charte des Nations unies, l'article 51, qui prévoit le droit de pouvoir préserver son intégrité territoriale lorsqu'on est victime d'une agression. Autrement dit, puis c'est tout à fait normal, le droit de se défendre. Non seulement tu as le droit de te défendre, mais les pays amis ont le droit de t'aider aussi, là. On ne regardera pas de façon spectative des pays se faire envahir sans réagir. Et je vous dirais que ce qui est en train de se passer, et c'est certainement un conflit de valeurs idéologiques, là. Et d'ailleurs, Poutine, dans son dernier discours, c'est exactement ça qu'il l'a emmené, en disant que l'Occident, c'était des dégénérés, alors que nous, on défend les valeurs de la démocratie, de la liberté de presse. Vladimir Poutine soutient que c'est l'OTAN et les États-Unis qui sont responsables de la guerre en Ukraine. Je le répète, le 22 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Alors, c'est pas le contraire et ça ne sera jamais le contraire. C'est un fait et il est incontestable. Pourquoi aider l'Ukraine alors qu'on n'a rien fait pour les autres? Ça, c'est assez troublant. Effectivement, on n'a pas fait grand-chose devant l'agression russe envers la Tchétchénie puis envers la Géorgie. Pourquoi soutenir l'Ukraine? Ben, c'est parce que l'Ukraine avait fait vraiment un virage vers la démocratie. Elle avait démocratisé ses institutions et elle était en train de changer. Parce que l'Ukraine aussi avait demandé son adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. Et parce que l'Ukraine était envahie par une dictature et parce que je pense que nous avons le devoir moral, d'aider des démocraties. Et ça nous ramène en 1936, 37, 38, lorsque l'Allemagne nazie voulait, et on voyait très bien vers où s'en allait l'Allemagne nazie. Il était du devoir des démocraties d'intervenir. Si on ne l'avait pas fait, on en serait où maintenant, aujourd'hui? On dit que la Russie est un pays corrompu. Est-ce que c'est vrai? Selon l'ONG Transparency, et d'ailleurs plusieurs sources également confirment la même chose, en 2010, la Russie était au 154e rang sur 178 pour l'indice de corruption dans le monde. 154 sur 178, là, t'es pas le champion. Sous le gouvernement de Vladimir Poutine, la corruption est passée de 33 milliards de dollars par an à 400 milliards de dollars par an. Selon le journal Guardian, la fortune de Poutine est d'environ 30 milliards de dollars et tous les gens proches de Poutine sont tous milliardaires. C'est sans doute un hasard. Il y a d'ailleurs une carte qui nous donne l'indice de corruption dans le monde et lorsqu'on regarde attentivement cette carte-là, on se rend compte que au niveau de la corruption, les pays les moins corrompus sont les démocraties et les pays les plus corrompus sont des dictatures. On pourra en tirer les leçons qu'on voudra. Est-ce que la Russie est une démocratie? Le régime démocratique russe, c'est un régime présidentiel, une république présidentielle. Et Poutine doit être élu. Le seul problème, c'est que tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul individu. Alors, c'est une dictature. Puis je vais vous donner des exemples de ce qui se passe en Russie,
puis on voit pas ça là, ailleurs dans le monde. Là. À partir de 1922 et 1923, là, on recule pas loin. Là. Suite à l'invasion de l'Ukraine, il y a des oligarques et des gens influents de Russie qui ont osé critiquer le gouvernement de Vladimir Poutine et les méthodes de Vladimir Poutine. Ben écoutez, il y a eu, puis on l'a vu, là, ça a été diffusé dans les journaux, puis dans tous les médias, il y a eu des vagues de suicides d'oligarques russes, d'assassinats. On a retrouvé des familles tuées à coups de hache, à coups de couteau, des gens qui ont tombé de leur bateau, qui ont tombé dans l'escalier, qui ont tombé d'un balcon. Le hasard fait bien les choses, j'allais dire. Et je vous dirais même, on a vu dans des manifestations, parce qu'il y a de jeunes Russes, ce sont les jeunes là, qui s'opposent à Vladimir Poutine, on a eu de jeunes Russes se faire arrêter, tout simplement en brandissant une feuille blanche. Il n'y avait rien d'écrit. Mais le simple fait de brandir une feuille blanche, ou même il y a une jeune Russe qui s'est fait arrêter, on a vu ça dans des reportages, où elle avait écrit le mot « de », M-O-T-S. Elle a écrit ça sur une carte, ça ne veut rien dire. Elle s'est fait arrêter par la police. Alors, de dire que c'est pas une dictature, je pense que c'est un peu exagéré. Est-ce que le peuple russe soutient Vladimir Poutine? Ben, selon l'Institut de sondage indépendant Levada, qui est un institut russe, 82% des Russes approuvent leur président. Et on sait que la société est quand même assez divisée. C'est plus les personnes âgées qui vont approuver l'opération militaire spéciale. Et chez les jeunes instruits, les jeunes plus ouverts ont quitté la Russie. Mais Vladimir Poutine a toujours le soutien du peuple. Est-ce que la Russie, en Ukraine, est coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité? En tout cas, actuellement, les Ukrainiens et beaucoup de pays ramassent des preuves de massacres. Il y en a eu des massacres. Les massacres de Boutcha, les massacres de Kramatorsk, il y a eu des déportations d'enfants. C'est prouvé. Des enfants qui sont enlevés à leur famille lors des opérations de soldats, puis qui sont emmenés en Russie. Viol systématique qu'on utilise comme arme de guerre, assassinats, etc. Et même en 2014, lorsqu'il y a eu le vol de la Malaysia Airlines 17 qui a été abattu, il semblerait que l'ordre vienne directement de Moscou. Alors, c'est pas un gouvernement qui fait dans la dentelle. On a également parlé des Jeux olympiques qui vont avoir lieu en 2024 en Russie. Est-ce qu'on devrait permettre aux Russes de participer aux Jeux olympiques? Je sais qu'il y a beaucoup de sportifs qui disent qu'il ne faut pas mêler la politique et le sport, mais le sport est de la politique. Et rappelons-nous simplement qu'entre 2011 et 2015, Vladimir Poutine est au pouvoir à cette époque-là. Les Russes avaient instauré un système de dopage institutionnel. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des échantillons d'urine des athlètes, puis ils étaient conservés au congélateur, et après, les athlètes qui participaient aux Jeux olympiques étaient dopés. Ils devaient donner un échantillon d'urine, et les agents du FSB s'introduisaient dans les laboratoires de la nuit des institutions olympiques et allaient changer les éprouvettes. Selon l'Agence mondiale antidopage, la Russie s'est classée au premier rang dans le monde pour les violations antidopage. La Russie s'est vue retirer 43 médailles olympiques et Grigory Rodchenko, le responsable qui était chargé d'organiser le dopage des athlètes russes pour les Jeux de Sochi en 2014, estime que 30 des 73 médailles olympiques sont le résultat du dopage. Et pour les Jeux de Pékin, au moins la moitié des 81 médailles serait également le résultat du dopage. Alors, tirons-en des conclusions qu'on voudra, mais personnellement, quant à moi, non seulement les Russes n'auraient pas le droit d'y participer, mais même pas sous bannière neutre. Est-ce qu'on doit négocier avec Vladimir Poutine? Certainement un jour, mais le moment n'est pas venu. Et
Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on risque une troisième guerre mondiale? Bien, la réponse est oui. Espérons que le bon sens prendra le dessus. Mais la réponse est oui. Maintenant, il me reste quelques secondes. J'aimerais quand même... je m'inquiète de l'attitude des Français. Il y a eu un sondage qui a donné l'appui de 70% de la population polonaise de fournir des armes à l'Ukraine, alors que seulement 54% des Français sont d'accord avec ça. Et Emmanuel Macron a dit à plusieurs reprises qu'il ne fallait pas humilier la Russie, qu'il fallait négocier avec Vladimir Poutine. Et je me rappelais que nous, les Québécois, les Canadiens français, en 1944, nous avons débarqué sur les plages de Normandie. Lorsque la France est tombée en 1940, qu'est-ce que les Français auraient dit si les Alliés avaient dit « il ne faut pas humilier Hitler, il ne faut pas humilier l'Allemagne, l'Allemagne s'est emparée de la moitié de la France, on va lui laisser ». Qu'est-ce que serait la France aujourd'hui? Alors, c'est le temps maintenant de faire preuve de solidarité. Et on ne comprend pas le message du président Macron. Merci. Au revoir.